Merci beaucoup de l'introduction. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de la tractographie par apprentissage par renforcement profond. Durant cette présentation, en fait, je vais faire une introduction à la tractographie, je vais faire une introduction à l'apprentissage par renforcement profond et je vais aussi terminer par un peu se servir de l'apprentissage par renforcement profond pour faire des algorithmes de tractographie qui sont performants. En fait, je vais commencer plutôt par définir ce qu'est la matière blanche, en fait, parce que la tractographie, en fait, tente de reconstruire la matière blanche du cerveau. Donc, qu'est-ce que la matière blanche du cerveau? Ce sont les câbles, en fait, qui relient les différentes parties les différentes régions du cerveau, en fait. Donc, on a la matière grise à l'extérieur qui est composée principalement de neurones. C'est là que tout le processing se passe, si je peux me permettre, en fait, si je peux surgénéraliser. Et on a la matière blanche, en fait, qui relie les neurones ensemble, qu'on appelle des axones. Donc, ces axones-là sont les câbles qui relient les différentes régions de la matière grise. Parfait. Donc, la matière blanche, comme je l'ai expliqué, en fait, c'est comme une structure assez organisée, en fait, qui va relier les différentes régions. Donc, elle part entre autres de la colonne vertébrale et monte vers l'extérieur, part de l'arrière du cerveau, va vers l'avant, puis ainsi de suite, en fait. Donc, ça, c'est un peu une façon grossière de la définir, en fait. À gauche, ici, on a un croquis, en fait, de quelques faisceaux, parce que la matière blanche est typiquement organisée en faisceaux, en fait, donc comme des couettes de fil, en fait, qui vont se croiser ensemble et se chevaucher, en fait, pour connecter les différentes régions. Ici, on a quelques faisceaux de la matière blanche, donc pris un à un, ils ont l'air quand même assez structurés, mais il faut s'imaginer qu'ils sont tous ensemble, en fait, donc ils se chevauchent, qu'ils s'entrecroisent, et ça devient rapidement assez compact, en fait. Donc, toute la matière blanche est presque entièrement composée de ces câbles, en fait, qui sont organisés en structure. Donc, on peut voir un peu la matière blanche comme une espèce d'immense échangeur, en fait, qui permet d'échanger de l'information entre les différentes parties du cerveau. Et c'est ce que la tractographie essaie de reconstruire sans faire des choses comme ça, en fait. Donc, où on prend un virage qui est non seulement illégal, mais possiblement dangereux, en fait, en sautant sur une autoroute. Donc, faut aussi définir que les axones, en fait, donc ici, on a une coupe transversale de la matière blanche, en fait, qui est composée d'axones, donc ces tubes-là blancs. C'est de l'ordre de quelques microns, en fait. Tandis que la tractographie, en fait, se sert de l'imagerie par résonance magnétique de diffusion, qui acquiert des images qui ont une taille de voxels. Donc, on va parler de voxels, de pixels volumétriques, sont de l'ordre de 1 à 2 mm, en fait. Donc, on peut s'imaginer que chaque voxel de l'image contient plusieurs populations, en fait, de ces axones-là. Donc, il contient possiblement plusieurs formes de tissus. Donc, il peut contenir de la matière blanche, de la matière grise, aussi du liquide cérébrospinal qui se retrouve dans les ventricules ici, et ainsi de suite. Néanmoins, on va quand même essayer de reconstruire la matière blanche ici. Donc, ici, à gauche, on a une dissection d'un cerveau. En fait, on a un hémisphère, en fait, du cerveau qui a été disséqué. J'aime bien cette image-là parce qu'on peut voir vraiment bien, en fait, la structure organisée de la matière blanche. Faut s'imaginer aussi que ça, en fait, je ne sais pas qu'est-ce qui donne ces stries-là exactement, mais chaque câble n'est pas une axone, en fait. Chaque câble est un ensemble d'axones, est une couette de fil, en fait. Et ce qu'on souhaite reconstruire, en fait, par la tractographie, c'est un tractogramme, donc un ensemble de tracts qui sont une représentation virtuelle de la matière blanche. Ce n'est pas une représentation un pour un de chaque axone, mais la tractographie va plutôt essayer de reconstruire une structure générale de la matière blanche, en fait. Pour le reste de la présentation, en fait, je vais introduire le code de couleur. Donc, les tracts, ou en anglais les streamlines, sont souvent colorés selon leur orientation générale. Donc, bleu pour indiquer les tracts qui vont du haut vers le bas.
vert pour indiquer les tracts qui vont de l'avant vers l'arrière, et rouge pour indiquer les tracts qui vont de gauche à droite, et ainsi de suite. Parfait. Donc, comment est-ce qu'on obtient ces jolies images à droite? Donc la tractographie, en fait, donc ici, on a un tractogramme qui est quand même hautement stylisé, qui est probablement pas un vrai tractogramme, qu'on peut par la suite décomposer en faisceaux pour essayer de reconstruire, pour essayer de retrouver, en fait, les faisceaux de la matière blanche que j'ai introduits plus tôt. Donc, en segmentant le tractogramme avec des régions d'intérêt, on peut essayer d'extraire, en fait, ces faisceaux-là qui représentent grosso modo, ou on l'espère en tout cas, les faisceaux de matière blanche sous-jacente, en fait. Donc, pourquoi est-ce qu'on ferait la tractographie? En fait, non, c'est pas juste pour faire des belles images, quoique c'est quand même assez agréable à regarder, mais on peut aussi s'en servir pour faire de la planification préopératoire, en fait. Donc, supposons qu'on a une tumeur ici, qui est quand même assez massive. On aimerait, avant même d'effectuer l'ablation de cette tumeur-là, en fait, savoir quels sont les faisceaux de la matière blanche qui passent autour. Donc, chaque faisceau, en fait, connecte différentes régions du cerveau. Donc, chaque faisceau transmet de l'information un peu différente, que ce soit de l'information motrice, verbale ou que de la vision, en fait. Donc, on aimerait mitiger les impacts, en fait, de l'ablation de cette tumeur-là pour essayer d'enlever la tumeur sans rendre la personne paralysée ou aveugle ou ainsi de suite, en fait. Puisque la tractographie, en fait, essaie de mapper les couettes de fil qui relient les différentes régions du cerveau, différentes régions du cerveau, on peut aussi, grâce à l'IRM fonctionnel, en fait, qui mesure l'activité du cerveau, mesure les régions qui s'activent du cerveau selon certaines tâches, bien, si on sait quelle région du cerveau s'active, puis on sait quels câbles les relient, bien, on peut savoir quelles régions sont connectées, puis quelles régions sont utiles pour quelles fonctions chez l'être humain, en fait. Donc, c'est possiblement deux fonctions, en fait, de la tractographie, mais il y en a bien plus, évidemment. Donc, comment est-ce qu'on fait la tractographie? Donc, comme je vous ai dit, en fait, la tractographie est basée sur l'IRM de diffusion. I open it and it looks. I open it and looks working well. Hello? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait faire un... Non, je pense qu'il y a un micro qui est ouvert. OK. Vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît. Sauf pour Antoine, bien sûr. OK. Ben, je vais continuer dans ce cas-là. Donc, la tractographie est basée sur l'IRM de diffusion. Donc, j'aurais malheureusement pas trop le temps de rentrer dans les détails de l'IRM de diffusion, mais ce que je vais vous dire, en fait, c'est ça. C'est qu'on va se servir de l'IRM du signal de l'IRM de diffusion. On va le modéliser, en fait, pour tenter à chaque voxel. On se rappelle que chaque voxel est des ordres de grandeur plus grands que les fibres individuelles qu'on aimerait pouvoir mapper, mais néanmoins, on va quand même essayer. Et on peut extraire de l'IRM de diffusion, en fait, des orientations présupposées, en fait, des fibres sous-jacentes. Donc, on va obtenir, en fait, ce qu'on appelle des ODF, donc des Orientation Distribution Function, des fonctions des distributions, bref, en tout cas, l'orientation générale, en fait, des fibres à cet endroit-là. Puis ensuite, on va pouvoir suivre ces directions-là et itérativement, en fait, on va pouvoir itérativement les suivre pour reconstruire la matière blanche et ça nous donne des tractogrammes comme à droite ici. Donc, très brève explication. En fait, l'IRM de diffusion est basé sur le mouvement brownien des molécules d'eau dans le cerveau. Donc, le mouvement brownien, en fait, qui calcule la probabilité d'un déplacement au temps t d'une molécule qui est supposée sans restriction, en fait. Donc, le mouvement isotropique des molécules d'eau, en fait. Et on calcule le signal, en fait, selon D, qui est un coefficient de diffusion. Donc, à quel point est-ce que la molécule d'eau a de la facilité à se déplacer. Puis ainsi de suite. En fait. Donc, en fait, dans le cerveau, en fait, par contre, les molécules d'eau ne sont pas complètement libres de se déplacer comme elles le veulent.
sont plutôt restreintes, en fait, par justement les structures, par les câbles, les couettes de fil qui sont très pactées, en fait, dans la matière blanche. Donc, plutôt que les molécules d'eau puissent se déplacer comme elles le veulent, elles vont être restreintes, en fait, par les câbles de la matière blanche. Par la suite, ce que l'IRM de diffusion va faire, en fait, c'est qu'elle va agiter, en fait, les molécules d'eau selon une direction donnée, en fait. Puis ensuite, va mesurer à quel point est-ce que ces molécules d'eau, là, se sont vraiment déplacées, en fait. Donc, le résultat de ça, ce qu'on va obtenir, c'est une image en 4 dimensions, donc les 3 dimensions pour les 3 dimensions du cerveau. Et la 4e dimension correspondra à une direction donnée, en fait, la facilité que les molécules d'eau ont à se déplacer à cet endroit-là pour chaque endroit dans le cerveau, selon une direction donnée, en fait. Donc, une fois qu'on a ces mesures-là, on peut reconstruire les ODF ou, en fait, appliquer des techniques de modélisation un peu funky pour obtenir un objet qu'on appellera un ODF de fibre, qui est grosso modo la direction présupposée des fibres à cet endroit-là, en fait. Par la suite, comme j'ai expliqué, on va pouvoir suivre ces informations-là itérativement et reconstruire des tracts, et ce qui donnera lieu à la tractographie. Donc, comment est-ce que ça fonctionne la tractographie générale? Donc, le déroulement d'un algorithme de tractographie, en fait, c'est qu'on va définir un masque de la matière blanche, en fait, puis on va placer des points à chaque voxel dans ce masque-là, en fait. Donc, ici, j'en ai un en particulier. Donc, à partir de ce point-là, en fait, on va suivre les orientations de présupposées des ODF, en fait. Puis, on va le faire itérativement, donc représenté ici par chaque flèche. Une fois qu'on a terminé dans un côté, on va y aller de l'autre. Pourquoi est-ce qu'on traque, en fait, d'un côté et de l'autre? C'est parce qu'on présuppose que la diffusion est symétrique, en fait. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les petits glyphes qui représentent l'orientation, en fait, ils sont symétriques. Il y a présentement de la recherche qui est faite pour avoir des ODF qui ne sont pas symétriques, en fait, parce que c'est quand même une assez grosse supposition qu'on a que la diffusion est symétrique, et ce qui n'est pas toujours le cas, en fait. Néanmoins, pour l'instant, on va présumer qu'elle est symétrique. Donc, puisque les ODF nous donnent une orientation, mais pas une direction, va falloir suivre, en fait, les orientations dans les deux directions. Donc, par en avant puis par en arrière, mais l'avant et l'arrière n'ont pas vraiment de sens, en fait. C'est juste pour les distinguer. Donc, on fait ça itérativement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir dans quelle direction aller? Bien, à partir de nos ODF, en fait, on peut extraire une ou des directions principales selon les maxima locaux, en fait, de ces ODF-là. Donc, une fois qu'on a ces orientations-là, en fait, ben, ça devient assez simple de juste suivre ces orientations-là, en fait. Ou, en fait, de suivre selon l'algorithme qu'on a choisi de tractographie. J'ai dit que ça se faisait, qu'il y avait une reconstruction qui était faite pas à pas, en fait. Donc, si on a un champ de direction ici, ou un champ d'orientation, en fait, plutôt, qui est un peu une représentation jouet, donc qui est parfaitement circulaire, en fait, puis qu'on aurait un tractogramme jouet qui est aussi un cercle parfait, ben, on peut s'imaginer que l'impact, en fait, du déplacement dans ce champ de direction-là va avoir une incidence sur le tractogramme qui est reconstruit, en fait. Donc, si on a un pas de tracking qui est trop grand, en fait, on va un peu comme passer tout droit à chaque pas, en fait. Les erreurs vont s'accumuler, en fait, puis on ne reconstruira pas vraiment, en fait, le tractogramme d'origine. Donc, on peut s'imaginer que plus on a un pas de tracking qui est petit, moins on va passer tout droit, en fait, puis moins on va faire des erreurs itérativement. Plus on va avoir un tractogramme qui est supposément précis, en fait. Donc, je vais revenir là-dessus plus tard. Par contre, évidemment, avoir un pas de tracking trop petit, en fait, ben, ça ralentit l'algorithme, ça demande plus de mémoire et ça apporte aussi son autre lot de problèmes. Pour choisir la direction, en fait, donc il y a comme deux grandes familles d'algorithmes de tractographie. On a les algorithmes déterministes et les algorithmes probabilistes. Donc, on se souvient des champs d'orientation qui étaient extraits des maxima locaux, puis il y en aurait un ici aussi comme ça, qui était extrait des maxima locaux des ODF.
ben, on a le choix de soit les suivre directement ou, puisqu'on le sait que en fait, notre reconstruction des ODF est très brutée, donc dû à du bruit dans le signal acquis, mais aussi dans la modélisation qui n'est pas parfaite malheureusement. Donc, si on se dit que notre ODF n'est pas parfait, ben, on peut suivre en fait de façon un peu probable, on peut se bâtir une probabilité de direction à suivre, en fait, selon les EDF, puis les suivre plutôt que la direction maximale absolue. Donc, ça donne des tractogrammes qui sont quand même assez différents, en fait. On a un tractogramme ici qui vient d'un algorithme déterministe. Donc, on voit qu'il est un petit peu plus chétif, qui remplit moins l'espace versus le tractogramme qui vient d'un algorithme probabiliste. Par contre, ça ne veut pas dire que lui il est meilleur, en fait, puis je vais aborder pourquoi un petit peu plus tard. Ici, on a un algorithme de tractographie très, très, très général, très de base, en fait, sans truc funky qui se passe. Donc, on peut voir un peu la structure à partir de notre taille de pas, de notre masque. On peut itérativement en fait, reconstruire en allant chercher la direction à chaque voxel, en fait, au point où on est rendu dans le cerveau, en fait. Une fois qu'on atteint un critère d'arrêt, ben, on repart dans l'autre direction, en fait, puis on reconstruit l'autre direction, puis on accumule nos streamlines pour obtenir un tractogramme. Puis au final, ben, on obtient ça, à peu près. Donc, ce qui est une image quand même assez jolie d'un tractogramme qui représente virtuellement la matière blanche du cerveau humain. Donc, ça, c'est cool. Est-ce que le problème est réglé? Ben, pas vraiment, en fait. Donc, c'est cool, on a nos tractogrammes, mais il y a plusieurs problèmes qui demeurent avec la tractographie. La tractographie a été posée comme un problème mal posé, en fait. Donc, parce qu'on essaie de reconstruire la connectivité globale du cerveau, mais seulement à partir d'informations locales, en fait. Donc, toujours en rappel avec l'image d'échangeur que j'avais présentée au début de la présentation. On commence à voir en un point dans l'échangeur d'où est-ce qu'on arrive puis où on s'en vient si on n'a aucun concept de mémoire, en fait. Donc, supposons qu'on est un conducteur très dangereux qui souffre d'amnésie extrêmement sévère, en fait. Comment savoir quelle direction prendre, en fait, dans un échangeur à 5 voies et 6 sorties simultanément, en fait. Ici, on a un peu une représentation plus graphique, en fait. Donc, ça, en fait, ce sont les pics que je mentionnais, en fait, à chaque voxel qu'on extrait, qui peuvent représenter, en fait, différentes populations d'axones sous-jacentes, en fait, parce que, comme je le rappelle, en fait, la taille, en fait, des voxels est d'ordre plus grande que la taille des fibres de la matière blanche, en fait. Donc, même si on prend de l'information qui est semi-locale, en fait, donc on se retrouve avec des populations de fibres qui sont très funky, sans pouvoir les différencier, en fait, qui donnent à peu près tout le même signal en entrée. Donc, si on a une reconstruction comme ça, en fait, avec deux faisceaux qui ont l'air de se croiser, ben c'est quoi la vraie vérité terrain? Est-ce que c'est deux faisceaux qui se croisent? Est-ce que c'est deux faisceaux qui se touchent puis qui se séparent? Ou est-ce que c'est carrément deux faisceaux séparés? Puis ici, ben, c'est du bruit ou c'est autre chose, en fait, là. Donc, selon les informations locales et même juste au voxel, en fait, il n'y a aucune façon de savoir d'où on arrive et où on s'en va, en fait. Parfois, je compare la tractographie à essayer de reconstruire des chemins dans un labyrinthe, sauf que il y a plusieurs entrées, plusieurs sorties, puis souvent, ben, on ne sait pas quelle sortie est la bonne, en fait, ni quelle entrée d'ailleurs. Donc, ce problème-là, en fait, ce fait-là donne lieu au problème du goulot, en fait, ou au problème du bottleneck. Donc, supposons qu'on a 3 entrées A, B, C. Comment savoir quelle entrée est la bonne si tout ce qu'on a, en fait, c'est des informations qui sont ultra locales, en fait, puis qu'on n'a pas de notion d'historique. Donc, on part d'ici, on part de A, B ou C. En fait, on arrive ici, puis on n'a aucune idée, en fait, si ça, c'est la bonne entrée, ça, c'est la bonne sortie, ça, c'est la bonne sortie, ou ça, c'est la bonne sortie. Et c'est des problèmes qui sont réels dans le cerveau, en fait. Même chose ici, en fait. Donc, supposons qu'on part de la région bleu foncé, en fait.
et qu'on a on a un faisceau beaucoup plus grand, en fait, qui aura beaucoup plus d'impact sur le signal local que celui que celui qu'on devrait reconstruire. En fait, ça se peut que le signal local soit complètement bouffé, entre guillemets, en fait, par le plus gros faisceau, en fait, et que ce soit la configuration C qu'on reconstruise, alors qu'on aurait plutôt voulu reconstruire la configuration B, en fait. Il y a aussi l'effet de mur, en fait. Donc, on se rappelle que les voxels sont vraiment plus gros que les fibres sous-jacentes. Donc, ça se peut que parfois le signal ne soit pas assez précis pour bien démêler deux faisceaux qui se croisent, en fait. Ça aussi, c'est un problème qui est très réel dans la tractographie, en fait. Donc, au final, on va avoir l'impression qu'il y a comme un mur qui sépare deux faisceaux qui devraient plutôt se chevaucher, en fait. Parfait. Donc, on a des problèmes avec la tractographie, mais aussi, supposons qu'on décide de développer un nouvel algorithme de tractographie qui est merveilleux, qui est super bon, qu'on est sûr qu'il va révolutionner le domaine. Bien, comment on fait pour savoir s'il est bon pour de vrai, en fait? Bien, il y a par exemple ce qu'on appelle des fantômes, en fait, comme le Fiber Cup, qui sont des objets synthétiques qui représentent grosso modo, en fait, des problèmes qu'on a dans je dis le problème, en fait, mais plutôt des situations qu'on a dans la matière blanche du cerveau. Donc, le Fiber Cup, qui est un objet synthétique qui sont des fibres d'acrylique qui baignent dans un liquide, en fait, qui ont été entrelacés, en fait, pour représenter un peu les problèmes qu'on a avec le cerveau. Donc, ici, j'ai oublié notre image, mais ça représente à peu près Ah, en fait, non. Ici, en fait, ça représente à peu près une slice coronale du cerveau humain, en fait. Donc, le même problème. Donc, on a des fibres, comme je présentais plus tôt, qui se touchent puis se reséparent. On a trois faisceaux qui ont le même bottleneck. On a des croisements de fibres. Donc, des configurations assez challengeantes, en fait. Et on s'attendrait à ce qu'un algorithme de tractographie soit capable de démêler, en fait, tous ces faisceaux-là. On a aussi des cerveaux virtuels, en fait. Donc, on peut, ce qui a été fait lors du challenge ASMRM 2015, en fait, de la conférence du même nom, ASMRM, en 2015. Ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu plusieurs cerveaux, en fait, qui ont été traqués. Par la suite, ça a donné comme un espèce de cerveau moyen, un cerveau référence dont le tractogramme a été disséqué en fait par des experts, donc de façon très, très, très pénible. Donc à la fois avec des outils manuels, donc à la fois par segmentation manuelle avec des régions d'intérêt, mais aussi par segmentation automatique, un mix des deux. Grâce à ce tractogramme-là, ils ont resimulé des données, donc des données de diffusion qui ont pour que les équipes puissent espérer en fait reconstruire le mieux possible cette configuration-là de fibres, donc ce tractogramme-là. Donc, ça prend aussi des métriques d'évaluation pour savoir qu'est-ce que nos algorithmes font. Donc, on va parler de valid connections, qui sont des tracts en fait qui vont connecter deux régions qui devraient être connectées. On va parler de connexions invalides, donc des tracts qui vont connecter des régions qui ne devraient pas être connectées. Je rappelle, pour ramener à l'allégorie du labyrinthe, en fait, donc c'est pas toutes les entrées et toutes les sorties du labyrinthe qui sont valables, tout comme l'échangeur, en fait. Si vous vous rappelez l'icône de Apple Maps, en fait, où tu avais quelqu'un tu avais comme une voiture qui sautait du viaduc vers l'autoroute, en fait, mais c'est pas valide de faire ça. Et dans le cerveau aussi, ben, c'est pas valide parfois de sauter d'un faisceau à l'autre. On parlait de valid bundles et d'invalid bundles, en fait, pour les ensembles de ces fibres-là qui connectent des bonnes régions ou pas. Ici, en fait, par rapport au challenge, en fait, que j'avais mentionné, donc ici, on a des faisceaux valides qui ont été reconstruits par les équipes. Donc, on voit que ces faisceaux-là, en fait, c'est même pas toutes les équipes qui les ont reconstruites. Et puis ici, on a des faux faisceaux, en fait, des faisceaux qui connectent des régions qui ne devraient pas être connectées. Puis on peut voir qu'il y a beaucoup d'équipes, en fait, qui ont reconstruit ces faisceaux-là aussi. Donc, 88-81% des équipes qui ont reconstruit des faisceaux qui n'existent tout simplement pas, en fait, qui ne sont pas validés par l'anatomie humaine. Je viens de me rendre compte que vous ne voyez pas ma souris, mais c'était les faisceaux valides étaient en haut, les faisceaux invalides étaient en bas. On aimerait ça savoir aussi si nos faisceaux sont bien remplis, en fait.
Donc, on va parler d'overlap pour dire quelle fibre, en fait, match bien, en fait, la référence et et d'overreach pour dire quelle fibre, en fait, déborde de la référence. C'est quoi le volume en trop, en fait, qui a été reconstruit. Puis en fait, ça, c'est des résultats du challenge de ISMRM 2015, en fait. Donc, on peut voir que la moyenne, en fait, se situe à peu près à 50% en fait, de connexions valides qui sont construites, ce qui n'est pas beaucoup, en fait. Imaginez un problème général. Donc, je vais aborder le thème de l'apprentissage automatique plus tard, en fait. Mais imaginez, en fait, un problème où il y a que, où l'état de l'art, en fait, a en moyenne 50% de prédiction de correct, en fait, ce qui est très, très bas. Donc, la tractographie demeure un problème ouvert, en fait, un problème où il y a beaucoup de problèmes à régler, en fait. Même chose pour les faisceaux reconstruits. Donc, on peut voir ici qu'il y avait un maximum de 25 faisceaux reconstruits, mais il y a des équipes, faisceaux valides, en fait, reconstruits, mais il y a des équipes qui sont allées jusqu'à reconstruire genre 300 faisceaux invalides, en fait. Donc, on peut voir aussi qu'il y a beaucoup plus de chances de reconstruire des faisceaux invalides que des faisceaux valides, donc de connecter des régions qui ne devraient pas être connectées. Évidemment, en fait, j'ai présenté deux algorithmes. J'ai présenté un algorithme très, très simple, en fait, de tractographie déterministe, mais il y a plusieurs choses funky qu'on peut faire, en fait, pour espérer améliorer nos chances. Donc, il y a ce qu'on appelle le PFT, donc le Particle Filtering Tractography. Sans trop rentrer dans les détails, en fait, c'est un algorithme qui ajoute beaucoup d'a priori, en fait, puis qui fait d'échantillonnage par filtrage de particules sur les directions à suivre. Puis qui aussi se sert de cartes de volume partiel plutôt qu'un masque binaire comme je vous ai présenté plus tôt, en fait. Parce qu'on se rappelle que les voxels, du fait qu'ils sont très, très gros par rapport à l'anatomie, ben, ils peuvent contenir plus qu'une forme de tissu. Ils peuvent contenir la matière blanche, la matière grise, du liquide cérébrospinal, en fait. Et l'algorithme PFT est capable de prendre en compte, en fait, ou tente, en fait, plutôt de prendre en compte ces effets de volume partiel-là. On a l'algorithme Surface Enhanced de tractographie, en fait, parce que qui tente de mitiger les effets du biais giral. Bref, en tout cas, qui essaie de reconstruire les replis en fait, du cortex qui sont typiquement très mal reconstruits par les algorithmes de tractographie. Encore là, parce que le signal, en fait, ne correspond pas à ce que l'anatomie aimerait suggérer, en fait. Là. Et Bundle Specific Tracking, en fait, qui modifie les ODF selon des faisceaux particuliers. En fait, si on a un ensemble de faisceaux, ben, on pourrait un peu savoir c'est quoi la représentation, c'est quoi la forme du faisceau qu'on aimerait, en fait. Puis on peut modifier les ODF par après, en fait, pour tenter la tractographie, en fait. Les trois améliorations que je viens de présenter ben, sont orthogonales, en fait, donc ils peuvent être utilisés ensemble sans problème. Mais c'est des améliorations qui sont très, très, très difficiles à développer, en fait. Ça demande c'est des thèses en soi, en fait, ces algorithmes-là. Donc, c'est possible d'améliorer les algorithmes de tractographie entre guillemets classiques, en fait, donc qui suivent la structure générale que j'ai présentée plus tôt, mais c'est très, très difficile, en fait, de définir des... C'est ça, puis il faut intégrer des a priori, en fait, faut définir des règles à main, en fait, les implémenter et pour tenter d'améliorer nos chances avec les algorithmes de tractographie. Évidemment, ces dernières années, en fait, on a entendu beaucoup parler des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, c'est super cool parce que ça permet de représenter des fonctions, ça permet d'apprendre des fonctions plus ou moins arbitraires, en fait. Donc, une fonction qui serait capable de classifier des chats ou des chiens de façon très, 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 très simple et très, très, très puissante, en fait. Donc, c'est cool, les réseaux de neurones. Puis, évidemment, ben, plutôt que de définir des a priori à bras et des coder puis des rouler, en fait, ça serait le fun d'utiliser les réseaux de neurones pour faire de la tractographie, en fait, en espérant que les réseaux de neurones sont capables d'exploiter l'information de diffusion mieux que ce que les a priori créés à bras, en fait, soient capables de faire. Donc, ça a été fait. Donc, on donne en entrée, j'aurais peut-être pu mieux le représenter, en fait, mais on donne en entrée le signal de diffusion
On donne en entrée aussi un tractogramme de référence, en fait, puis on espère que l'algorithme est capable de reconstruire le tractogramme, en fait. Donc, ça, c'est des choses qui ont été faites avant que je commence ma maîtrise. Et ça fonctionne très, très bien. Cette figure-là, en fait, ne fait pas justice, je crois, aux algorithmes de tractographie par apprentissage profond. Mais les algorithmes fonctionnent très, très bien. Donc, problème réglé? Pas encore. En fait, j'ai dit que ça fonctionne très, très bien, puis c'est vrai. Sauf que on se rappelle que les algorithmes d'apprentissage profond, si je reviens quelques slides, en fait, ont besoin de beaucoup de données, en fait, pour être capable de bien apprendre la fonction qu'ils souhaitent représenter. Donc, ça prend des millions d'images de chats et de chiens pour être capable de bien classifier des chats et des chiens. Donc, ça prendrait en fait des millions et des millions de tractogrammes pour être capable de bien apprendre qu'est-ce qu'un tractogramme. Par contre, avoir des tractogrammes qui sont de vérité terrain, en fait, qui peuvent être utilisés pour l'entraînement de réseaux neurones, c'est assez difficile, en fait. On se rappelle que, je ne l'ai pas mentionné, en fait, mais la tractographie, c'est un principe qui est dit in vivo, en fait, donc qui est fait sur des tissus vivants. La motadine de matière blanche est comme emprisonnée dans notre tête et pas très accessible à l'œil humain, en fait. Donc, pour pouvoir vraiment voir les fibres de la matière blanche, il faut soit procéder par dissection ex vivo, donc post-mortem, et il faut procéder à des dissections qui sont probablement très compliquées, en fait, qui demandent des neuroanatomistes, qui doivent être faites par des neuroanatomistes chevronnés, puis c'est une dissection aussi qui est très destructrice, donc on peut pas juste comme jouer avec la matière blanche, l'enlever pour faire la dissection, puis après ça, tout remettre ensemble, puis rebaigner ça dans le formol pour s'en servir une prochaine fois, en fait. On peut aussi fonctionner par traçage, donc on injecte un liquide, puis on le laisse matière blanche, en fait, puis ça suit à peu près la matière blanche, sauf qu'encore là, ça prend un cerveau qui est mort et c'est un processus qui est très long, qui est très coûteux, qui est très complexe. Donc, on peut pas avoir de vérité terrain vivante anatomique. L'autre solution à ça, en fait, c'est de prendre un tractogramme, en fait, puis demander à des neuroanatomistes qui ont déjà fait de la dissection réelle, en fait, puis de faire une dissection virtuelle de nos tracts. Malheureusement, ou se servir d'outils qui font ça pour nous. Malheureusement, ça, c'est c'est un processus qui est très variable, en fait. Puis, il y a quelques papiers qui commencent à sortir sur le fait que faire la dissection virtuelle de tractogramme, en fait, ça dépend beaucoup de la personne qui le fait. En fait, il n'y a pas encore de méthode rigoureuse pour faire la dissection de tractogramme, en fait. Donc, puis, en fait, si ces tractogrammes-là viennent d'algorithmes classiques, qu'on connaît les problèmes d'algorithmes classiques, si on donne ces tractogrammes-là à un algorithme d'apprentissage profond, on le sait qu'il va reconstruire toutes les mêmes erreurs, en fait. Donc, c'est un peu peine perdue, en fait. Et les algorithmes d'apprentissage profond pour la tractographie ont aussi le problème qu'ils généralisent très mal, en fait. Donc, on leur donne un groupe de tractogrammes en entrée, puis on leur demande de traquer sur des nouveaux cerveaux qu'ils n'ont jamais vus, puis les performances sont aberrantes, en fait. Là. Donc, ils sont incapables de bien généraliser à des cerveaux qu'ils n'ont jamais vus, versus les algorithmes classiques qui sont capables bien évidemment, qui sont capables de faire ça sans problème. Donc, tout va mal. Qu'est-ce qu'on fait? C'est à ce moment-là qu'on introduit l'apprentissage par renforcement, en fait. L'apprentissage par renforcement a fait bien des vagues, encore là aussi ces dernières années, dans le contrôle robotique. Donc, c'est l'apprentissage par renforcement qui a battu le champion du monde au jeu de Go, qui a aussi appris à jouer à StarCraft et qui a battu provisoirement, en fait, des champions du monde. Donc, qu'est-ce que l'apprentissage par renforcement, en fait? Donc, évidemment, je ne le présenterai pas, en fait, mais j'ai mis le vidéo juste pour que c'est très hype, là, mais je vous invite à aller le voir, en fait. C'est OpenAI, en fait, qui est une compagnie d'intelligence artificielle qui a appris à des agents à jouer à cache-cache par apprentissage par renforcement, en fait. Puis il y a des comportements très surprenants qui sont apparus, en fait, lors de l'entraînement de ces agents-là.
Le vidéo est super bien fait, en fait, donc je vous invite à aller le voir après la présentation. Donc, qu'est-ce que l'apprentissage par renforcement? C'est une forme d'apprentissage non supervisé versus l'apprentissage supervisé qui demande beaucoup d'exemples. Donc, c'est une forme d'apprentissage qui est non supervisé, qui est semblable à l'essai-erreur, en fait. Donc, on a un agent apprenant qui va être placé dans son environnement et on va le laisser faire des actions qui sont tout d'abord plus ou moins aléatoires, en fait, et qui vont se raffiner avec le temps. Et à chaque action que l'agent apprenant va faire, en fait, on va lui fournir une récompense, en fait. Donc, on va lui dire, c'est comme un... Donc, c'est pas comme si on donnait du jus à des animaux qui accomplissent une tâche. En fait, c'est plus comme on lui donne un pouce en l'air ou un pouce en bas pour lui dire ce que tu fais, c'est bien ou ce que tu fais, c'est pas bien. Puis par bien ou pas bien, ce qu'on entend, c'est que est-ce que ça remplit l'objectif qu'on souhaite atteindre. Donc, puis on espère qu'avec le temps, en fait, à force d'avoir un signal de récompense par rapport aux actions qu'il fait, ben, en fait, il améliore sa politique, donc il améliore sa marche à suivre et il y a un comportement qui est de plus en plus représentatif de la tâche qu'on veut accomplir. Donc, quelques exemples, en fait. Donc, on peut s'imaginer un bras robotique dont la tâche est d'empiler des roches. Donc, l'environnement pour le bras robotique, ce serait la table, en fait, la disposition des roches. Donc, l'agent apprenant, ben, c'est le bras robotique. Ces actions, en fait, c'est le torque qui applique au joint, en fait, de ses bras. La récompense, ça pourrait être, par exemple, la hauteur des roches. Et ben, une politique, en fait, ce serait de prendre les roches une à une et de les empiler une à une. Même chose pour le jeu Breakout sur le Atari, en fait. Donc, l'environnement, c'est le jeu, en fait, où les pixels qui sont à l'écran. L'agent, c'est l'espèce de palette en bas qui reçoit la balle. Donc, à chaque temps, en fait, l'agent reçoit une représentation visuelle de l'état du jeu, en fait, donc les pixels du jeu. Il y a les actions possibles qui sont aller à gauche ou aller à droite, et ou possiblement rester sur place aussi. Et la récompense, ça pourrait être quelque chose qui est basé sur le score du jeu, en fait. D'ailleurs, en fait, des agents qui apprennent par apprentissage, par renforcement dans ce jeu-là, en fait, apprennent typiquement assez rapidement à être capable d'envoyer la balle en arrière et laisser la balle, en fait, démolir les briques pour lui sans qu'il ait besoin de faire quoi que ce soit. Donc, quand je parle de comportement, en fait, assez surprenant, c'est quelque chose qui émerge, en fait. Lorsqu'on laisse un agent apprenant par renforcement dans un environnement, laisser faire, en le laissant faire ce qu'il veut, en fait, en le laissant s'améliorer. Ou ça peut être aussi, c'est ça, dans du contrôle robotique. Donc, ici, on a un agent virtuel qui est un espèce de tronc avec deux jambes qui essaie d'apprendre à marcher, en fait, ou à passer à travers passer par-dessus des obstacles. Donc, la récompense, ça pourrait être la distance qu'il a parcourue, en fait. Et encore là, ben, ses actions, ce serait d'appliquer du torque aux joints, en fait, sur ses genoux, sur ses hanches ou ses chevilles, et ainsi de suite. Parfait, donc ça, j'ai mentionné l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement a vraiment explosé justement grâce au principe d'apprentissage par renforcement profond, en fait. Alors que avant l'utilisation de réseaux de neurones pour l'apprentissage par renforcement, les politiques étaient souvent définies par des espaces tabulaires, en fait. Donc, on avait un tableau qui mappait pour chaque état, c'est quoi l'action optimale à ce moment-ci, en fait. Donc, par contre, quand ton espace d'état, c'est les pixels d'une caméra, ben, mapper ça vers un tableau, c'est un petit peu plus complexe, en fait. Donc, les réseaux de neurones, en fait, permettent d'apprendre la fonction qui est la politique et d'avoir une représentation vraiment plus compacte de la politique qu'un tableau qui mappe exhaustivement pour chaque état quelles sont les actions à prendre, en fait. Donc, ça, c'est l'apprentissage par renforcement profond. C'est la seule slide où il y a le plus de maths, en fait, puis je ne passerai pas à travers tout ça, en fait, mais typiquement, en fait, comment est-ce qu'on définit l'amélioration, en fait, d'une politique? Ben, c'est qu'on va se définir qu'on veut que l'agent maximise sa somme de récompenses futures, en fait, à partir du temps où il est. Donc, s'il maximise cette somme cumulative de récompenses-là dans le futur, qu'on va appeler le retour, s'il maximise son retour, on peut s'imaginer qu'il a bien résolu le problème qu'il avait à résoudre, en fait. Donc, typiquement, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va se définir une fonction V, donc une value function, une fonction valeur, qui va tenter d'estimer pour chaque état c'est quoi le retour estimé
possibles en fait à partir de cet état-là. Donc, si on peut savoir pour chaque, si on avait une fonction oracle en fait qui savait précisément pour la politique c'est quoi la valeur à l'état courant, ben, on a juste à choisir les états on a juste à se diriger vers les états qui, on le sait, vont maximiser notre retour. Même chose en fait pour la fonction qu'on appelle la fonction, la Q function en fait, qui va estimer pour une paire d'actions états. Donc, c'est quoi le retour estimé si on prend l'action, si on fait l'action A à l'état S et qu'après ça, on suit la politique de façon récursive, en fait. Donc, si on est capable d'avoir une fonction Q parfaite, ben, on a juste à choisir les actions qui vont maximiser notre retour selon l'état dans lequel on est. Et l'affaire est ketchup, on maximise notre retour. Typiquement, en fait, les algorithmes vont fonctionner de façon itérative, donc ils vont améliorer leur value function. Donc, la value function va bien estimer pour la politique courante c'est quoi le retour estimé. Par la suite, ben, la politique va voir pour la value function qu'on a présentement, c'est quoi les états qui vont maximiser notre retour. Et par la suite, la value function va se réadapter à la modification de la politique pour savoir ben, maintenant c'est quoi le retour estimé pour chaque étape, et ainsi de suite, en fait, jusqu'à converger, on l'espère, vers une paire de value function et de politiques optimales, en fait, qui vont maximiser le retour de la... C'était une introduction très, 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 très brève à l'apprentissage par renforcement, malheureusement, parce que le temps est très limité, mais j'espère que ça vous donne quand même une bonne idée de ce qui se passe. Donc, des algorithmes d'apprentissage par renforcement profond, il y en a une pelletée, en fait, en bon français. Il y en a qui sortent à toutes les semaines. Ici, c'est une liste très, 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 très écourtée. Dans le reste de la présentation, on va se concentrer sur Télé3 et SAC que j'ai implémenté en fait pour résoudre le problème de la tractographie. Donc, effectivement, c'est quoi le lien entre l'apprentissage par renforcement que je vous ai présenté et la tractographie? Ben, ce qu'on aimerait avoir, en fait, ce qu'on aimerait avoir comme algorithme d'apprentissage par renforcement pour la tractographie, c'est des algorithmes qui sont capables d'exploiter la puissance des réseaux de neurones, en fait, qui sont capables d'être aussi bons que les algorithmes d'apprentissage profond pour la tractographie, mais qui ne dépendent pas, en fait, d'une vérité terrain qui est inexistante ou biaisée ou impossible à avoir, en fait. Puis ce qu'on aimerait aussi, c'est que, de par son processus exploratoire, en fait, l'algorithme soit capable de mieux généraliser vers des cerveaux inconnus versus des cerveaux qu'il connaît déjà. Plutôt que d'overfitter, en fait, sur les données qu'il a appris, sans être capable de compenser pour ces effets d'overfitting-là. Donc, notre état, en fait, donc, alors que pour un jeu comme Atari Breakout, les états, c'était les pixels à l'écran, pour nous, ce sera le signal en entrée, donc le signal de diffusion modélisé par des ODF en entrée à l'algorithme de tractographie, en fait. Et puisqu'on a des réseaux de neurones, on peut faire des affaires funky. Donc, ce sera non seulement le signal donc, au bout de la tract, au bout de la streamline, ce sera non seulement le signal de diffusion à cet endroit-là, mais aussi on peut prendre un voisinage, en fait, dans le but d'incorporer, en fait, un a priori de voisinage à l'algorithme, en fait, pour qu'il puisse prendre des directions plus éclairées. Et on parlait, je mentionnais plutôt le principe pour démêler un goulot, en fait, ben, il faudrait savoir d'où on arrive pour au moins pouvoir savoir où on s'en va. Ben, on peut, puisqu'on a des réseaux de neurones, faire des affaires funky avec l'entrée et aussi inclure, dans le fond, mettons les N derniers signaux qu'on a eu en entrée ou les N dernières directions prises en entrée. Donc, ça ressemble à peu près à ça, l'entrée de l'algorithme de tractographie par apprentissage par renforcement profond. C'est un nom très, très long. Ça prend un signal de récompense, en fait. Donc, il faut récompenser l'algorithme pour qu'il puisse apprendre. Donc, comment est-ce qu'on récompense un algorithme de tractographie pour dire bravo, tu fais bien la tractographie ou pas bravo, tu fais mal la tractographie? Ben, on peut se baser sur les algorithmes classiques, en fait, qui suivent les directions principales des ODF. Donc, si on a les directions principales et on a une direction à prendre, ben, on peut calculer la similarité de cosinus entre les deux. Et on peut, donc ça nous donne un signal qui dit à quel point est-ce qu'on est bien aligné avec la directionnalité courante du signal à l'endroit où on traque. Donc, on a la fonction de récompense. Désolé, je vais vite, mais je vois le temps qui commence à manquer.
Donc, notre environnement, en fait, va accueillir les streamlines, en fait, et permettre de traquer, en fait, qui va fournir le signal de diffusion à l'entrée à l'agent. Ici, on s'éloigne quand même assez loin, en fait, du contexte classique d'apprentissage par renforcement. Donc, jusqu'ici, je mentionnais que les agents apprenants étaient dans un environnement. Donc, leur environnement est un labyrinthe pour jouer à cache-cache et le jeu Atari Breakout est une table avec des roches dessus. Ben, puisque la tractographie est un processus en 2 étapes, en fait, donc ça nécessite 2 environnements, en fait. Un environnement qui va traquer dans un sens et un environnement qui va accueillir les streamlines qui ont déjà été traqués à moitié et qui va traquer dans l'autre sens, en fait. Ça, c'est un problème que je souhaite régler dans un futur rapproché, en fait. Parce que ça cause des problèmes qui sont inconnus, en fait, là. C'est mal connu, c'est quoi les effets d'avoir 2 environnements, mais c'est probablement pas très sain pour l'agent apprenant d'avoir 2 environnements. Et au final, ce que ça donne, en fait, c'est des algorithmes qui ont performance, en fait. Donc, j'avais présenté le FiberCup plus tôt, qui est un dataset de données jouets, en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entraîné mon algorithme à reconstruire ce tractogramme-là. Donc, si on se concentre sur la dernière colonne, donc ça donne un tractogramme qui est très similaire, en fait, à la vérité terrain. Par contre, si on prend ce jeu de données-là puis on le flippe, en fait, les algorithmes de tractographie classique devraient avoir absolument aucun problème à traquer autant là-dessus que parce que c'est les mêmes données, en fait, qui sont juste flippées. Donc, c'est le même domaine de signal, c'est le même tout, en fait, c'est la même configuration, sont juste différentes. Puis, mon algorithme, en fait, l'algorithme d'apprentissage par renforcement profond gère très bien, en fait, le flip. Donc, il n'a jamais vu ce jeu de données-là durant l'entraînement, en fait, mais on teste là-dessus, puis ça se passe très, très bien versus l'apprentissage supervisé pour qui ça se passe très mal, en fait. Donc, il y a un faisceau qui n'est pas du tout reconstruit. On peut voir que lui essaie de revirer de bord comme s'il était en haut, en fait. Donc, ce qui indique de l'overfitting. Mais donc, réduire l'entraînement pour éviter l'overfitting, ça fait juste de l'underfitting, en fait. Il n'y a pas de juste milieu, malheureusement. Donc, un peu de chiffres, en fait, on voit que si on compare le taux de valid connection que j'avais indiqué plus tôt, en fait, on peut voir qu'on a des résultats très, très compétitifs sur le jeu de données d'entraînement, en fait. Puis, une fois qu'on passe au jeu de données de test, en fait, nous, on n'a aucune perte de performance. On a même, en fait, de l'amélioration, en fait, pour un de nos agents entraînés. Tandis que l'algorithme d'apprentissage supervisé, en fait, se démolit. Les performances baissent de façon catastrophique, en fait. Si on teste sur des données plus complexes, en fait, donc ça, c'est testé sur le jeu de données ASMR 2015 que j'avais présenté plus tôt. Donc, on obtient des résultats qui sont quand même assez compétitifs, en fait. On voit ici que ça, c'est les algorithmes d'apprentissage supervisé qui ont été entraînés et testés sur le même jeu de données. C'est quelque chose qui ne se fait jamais en apprentissage supervisé. En fait, c'est comme tu vas en enfer généralement si tu fais ça, tandis que la cryptographie a tellement peu de jeux de données de vérité terrain qu'on se permet de le faire, en fait. Donc, ils obtiennent jusqu'à 75% de valid connections. On obtient 68%, ce qui est quand même, en entraînant et en testant sur le même jeu de données, mais on n'a jamais vu les fibres de vérité terrain, en fait, en apprentissage par renforcement. C'est ce qui est bien, en fait. On a juste laissé l'agent explorer dans le cerveau, en fait, puis appris à bien reconstruire. Donc, on a des performances qui sont très similaires sans avoir vu la vérité terrain. Ici, on a les mêmes algorithmes, mais entraînés sans la vérité terrain, en fait. Donc, ils ont traqué eux-mêmes. Ils ont fait eux-mêmes la dissection virtuelle pour donner des fibres qui étaient correctes qu'ils espéraient, en fait, puis ont des meilleures performances. Donc, ça, c'est très bien. Puis, ensuite, si on tente de généraliser, donc, toujours on entraîne ici sur un cerveau externe et on essaie de tester sur le jeu de données ISMRM 2015. On se rend compte que la performance, si on compare les deux, si on compare à la slide d'avant, en fait, on peut voir que la performance des algorithmes chute dramatiquement, en fait, donc qui passe de 41 à 27 ou de, mettons, 75 à 52% de valid connections. Donc, les performances sont catastrophiques, tandis que nous, ben, il y a très, très peu d'impact, en fait, sur les valid connections, en fait. Donc, on reste de 55 à 53, puis 68 à 68, en fait. Donc, c'est très, 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 très excellent pour ce côté-là.
Puis, ben, visuellement, c'est toujours cute de regarder les tractogrammes. En fait, c'est super beau, il y a des coups. Puis, c'est quand même impressionnant. Donc, ça, c'est ce qu'on a dans notre tête en tout temps. Donc, cool, on a accompli ce qu'on voulait. En fait, on a une meilleure capacité de génération, de généralisation, on n'a aucune dépendance sur la vérité terrain et on a des algorithmes puissants. Problème résolu? Pas encore, en fait. Définir une fonction de récompense, c'est quand même assez difficile. Donc, je disais plutôt que la fonction de récompense est basée sur l'alignement avec le signal, en fait. Sauf que on s'attend à ce qu'un agent apprenant, en fait, va vouloir faire des actions le plus longtemps possible, en fait, pour accumuler des récompenses le plus longtemps possible, en fait. Si l'algorithme fait une mauvaise action qui trigger une condition d'arrêt pour ce qu'il est en train de faire, ben, il n'accumule plus de récompenses, en fait. Donc, ce que je remarque parfois avec les agents que j'entraîne, c'est qu'ils tentent d'un peu tricher le système, en fait. Puis ils vont faire des loops. Plutôt que se terminer ici comme il aurait dû, en fait, ils vont faire des loops, puis ils vont venir sur leur pas, puis ils vont continuer à traquer comme si rien n'était. Donc, côté récompense, c'est super valide, en fait, de faire ça, à part peut-être ici, où ils sont capables de calculer, en fait, qu'ils vont prendre un hit sur la récompense localement, en fait, pour avoir éventuellement une meilleure récompense dans l'avenir, en fait. Donc, quand je parlais de comportements qui sont inattendus, c'est un bon exemple, en fait, de comportements surprenants qui peuvent arriver. Les performances pourraient être meilleures, en fait, c'est quand même, on accote ou on bat l'état de l'art, mais on peut toujours faire mieux. Comme j'ai mentionné, les deux environnements sont quand même assez problématiques. En fait, j'aimerais ça formuler le problème pour que le problème ne requiert qu'un environnement. Puis, en fait, c'est ça. Ce que je vous ai présenté, en fait, c'est un framework, en fait, pour faire de la tractographie par apprentissage par renforcement. Donc, c'est ce que j'ai développé durant ma maîtrise. Donc, ça, ce n'est que le début, en fait. C'est ce que je vous ai présenté, en fait, c'est une toute nouvelle avenue de recherche et puis il reste tout à faire, en fait. Quand j'ai testé 2 algorithmes d'apprentissage par renforcement, mais il y en a des tonnes et des tonnes. J'ai présenté un type d'apprentissage par renforcement, mais il y en a plusieurs, en fait. Donc, tout reste à faire et c'est super motivant. Pour finir, j'aimerais remercier les 2 labs dans lesquels je suis, donc le Vital et le CIL de l'Université de Sherbrooke. Et j'aimerais aussi remercier mes 2 superviseurs, Pierre-Marc Jaudoin et Maxime Decauto, qui m'ont coaché de façon incroyable durant ce projet, ainsi que tous les membres des labs dans lesquels je suis. Merci beaucoup. Parfait. Merci Antoine. C'était très intéressant, très clair. J'ai des questions, mais est-ce qu'il y a d'autres questions pour Antoine? Bon, en attendant, je peux commencer avec mes questions s'il n'y a pas de questions dans l'immédiat. Ma première question, c'est dans le choix. Donc comme tu disais, là, à la fin de ta présentation, tu rappelais que en fait, il y a beaucoup d'algorithmes d'apprentissage par renforcement, puis tu en as choisi 2. C'est quoi le critère pour la sélection de ces 2 algorithmes-là? Le temps, malheureusement. Je n'ai qu'une période de temps limitée durant ma maîtrise pour implémenter des algorithmes. J'ai choisi ces 2 algorithmes-là parce qu'ils ont empiriquement en fait des performances qui sont très très bonnes, mais c'est des algorithmes qui sont quand même relativement simples aussi à implémenter. Donc, je pense que mon Internet a coupé. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend. OK, parfait. Ouais, c'est ça, en fait, c'est des algorithmes qui sont très très simples à implémenter, en fait. Donc, ils ont une base de code qui fait environ 200 lignes, c'est tout, en fait, je les ai choisis pour leur simplicité et leur performance, en fait. Par contre, il y a des algorithmes qui sont plus complexes, mais qui ont les meilleures performances, puis ainsi de suite. Donc, dans la suite, l'objectif, ce sera d'en tester d'autres. Exact, c'est ça. Donc, ce que je vous ai présenté, en fait, ça fait partie d'un article qui va être envoyé pour soumission très bientôt, en fait, dans quelques jours. Un article subséquent, en fait, va faire en fait un survol le plus complet possible de plusieurs algorithmes de tractographie, de plusieurs types d'entrées et de sorties de l'algorithme, ainsi de suite, en fait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'en ai une autre. Alors, donc, tu as comparé différents algorithmes, dont des algorithmes d'apprentissage supervisé.
avec tes méthodes d'apprentissage par renforcement profond. L'apprentissage supervisé, ce sont des méthodes d'apprentissage profond, c'est ça? Oui, exact. Okay. Donc, tu mentionnais la difficulté d'avoir des données de terrain en entrée en fait, de ces algorithmes d'apprentissage supervisé, des données de terrain, des données réelles en fait. Est-ce que c'était une option d'utiliser également des données simulées en entrée, un peu comme celles qui sont générées par le FiberCop? Oui, en fait, c'est tout à fait possible. Puis c'est généralement ce qui est fait, en fait. Mais malheureusement, c'est ça, en fait. Donc, comme j'avais mentionné, les algorithmes, ils généralisent mal, en fait. Donc, même si on a des données synthétiques en entrée, ils se mettent à... leur performance dégrade lorsqu'on passe de données synthétiques à des données réelles, en fait. Donc, les données synthétiques, en fait, il y a une certaine limite à ce qui peuvent être représentatifs de la vraie anatomie humaine, en fait. Donc, idéalement, en fait, ça prendrait vraiment des données réelles à donner en entrée aux algorithmes, en fait. D'autres questions? J'attends un peu avant de poser ma troisième question. Bon. Alors, ma troisième question, tu nous as fait la remarque sur un des problèmes là, En fait, tu disais que le problème de la tractographie était mal posé parce qu'en fait, on veut arriver à une connectivité globale à partir d'infos locales. Mm-hmm. Est-ce que ce problème-là est réglé avec les solutions que tu nous as présentées, en passant par l'apprentissage par renforcement profond? Malheureusement, non, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais aborder aussi dans les futurs travaux, en fait. Ce problème-là, en fait, fondamental que la tractographie mal posée, a été un peu par les algorithmes d'apprentissage supervisé où ils utilisaient, plutôt que d'utiliser des réseaux de neurones à propagation avant, donc des réseaux de neurones simples, ils utilisaient des réseaux de neurones récurrents, en fait. Donc, les réseaux de neurones récurrents qui ont une mémoire qui permettent de savoir c'est quoi les prédictions qui ont été faites par le passé. Donc, on pourrait espérer que ces algorithmes-là, en fait, du fait qu'ils ont au moins en fait une mémoire de où ils arrivent, ben, ils pourraient mieux savoir où est-ce qu'ils s'en vont, en fait. Surtout en ayant des données vérité terrain, en fait, en entrée. Pour ma part, en fait, l'apprentissage supervisé puis les réseaux récurrents, c'est quand même un peu en soi un problème, en fait. Donc, il y a que très peu de littérature qui existe sur l'utilisation des deux parce que le fait d'avoir une mémoire dans son réseau de neurones apporte plein d'autres problèmes par rapport à l'apprentissage par renforcement, en fait, mais c'est quand même quelque chose que j'aimerais attaquer, en fait, dans le futur, définitivement. Alors, merci pour tes réponses. Merci. Très peu de temps. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions là tout de suite. Sinon, je vous invite à contacter Antoine si vous avez des questions supplémentaires sur sa présentation. En tout cas, merci beaucoup Antoine, et puis félicitations pour tes résultats. Merci beaucoup. Merci à tous et bonne suite. Merci. Au revoir.